Je tenais la main de ma fille tandis que les machines émettaient leur rythme régulier. Chloé avait 3 ans et ses doigts étaient si petits qu'ils enveloppaient à peine mon pouce. Le service d'oncologie pédiatrique sentait l'antiseptique et l'espoir artificiel, et j'avais mémorisé chaque fissure des dalles du plafond au-dessus de son lit. « Maman, on pourra aller au parc quand je me sentirai mieux », chuchota Chloé, sa voix éraillée par le tube respiratoire qu'ils avaient retiré ce matin-là. « Absolument, ma chérie, dis-je en repoussant ses cheveux fins de son front. On ira sur les balançoires, comme avant. » Chloé souriait. Pendant un instant, je pus faire semblant que le cancer qui ravageait son petit corps n'était qu'un cauchemar dont je me réveillerais, mais les médecins avaient été clairs lors de leur dernière réunion avec moi, neuroblastome de stade 4. Le traitement expérimental avait échoué, et nous parlions désormais de semaines, peut-être de jours. Mon téléphone vibra dans ma poche, je l'ignorais car rien ne comptait à part ce moment, cette main dans la mienne, cette enfant précieuse qui avait transformé mon monde du noir et blanc à la couleur éclatante dès sa naissance. Le téléphone vibra encore, et encore. « Tu peux regarder, maman, dit Chloé, je vais bien. » Je sortis mon téléphone, m'attendant à des messages de ma cadre de santé à la clinique lyonnaise où je travaillais comme infirmière, mais à la place, je vis 17 messages de ma sœur, Aurélie. Le premier me noua l'estomac. « Manon, je sais que c'est dur pour toi, mais j'ai vraiment besoin que tu sois là pour ma pendaison de crémaillère, j'ai enfin acheté la maison de mes rêves. » Je fixai l'écran. Aurélie savait que Chloé était mourante, elle n'était venue qu'une seule fois au cours des 6 derniers mois, restant 20 minutes avant de se plaindre du prix du parking de l'hôpital. Je fis défiler les autres messages, chacun plus insistant que le précédent. « Maman et papa prennent l'avion pour venir, tout le monde sera là, je pense au 15 juin, est-ce que ça te va? Tu es tellement concentré sur Chloé, je sais que tu as besoin de cette distraction. » Le 15 juin. Je regardais ma fille, observant sa poitrine se soulever et retomber avec effort. Les médecins nous avaient donné jusqu'à la mi-juin au mieux. Ma sœur voulait fêter sa nouvelle maison pendant que je serais probablement en train d'enterrer mon enfant. Je ne répondis pas, rangeai mon téléphone et chantai la berceuse préférée de Chloé jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Ce soir-là, j'appelai Aurélie depuis la cafétéria de l'hôpital. Elle répondit à la première sonnerie, la voix enjouée et impatiente. « Manon, tu as vu mes messages? C'est pas excitant? La maison a 4 chambres et une piscine, tu imagines? » Aurélie, je ne peux pas parler d'organisation de fête en ce moment, Chloé est. Je sais, mais tu ne peux pas mettre toute ta vie en pause pour toujours, c'est une étape énorme pour moi et j'ai besoin de ma sœur. Je fermai les yeux, Aurélie avait toujours été comme ça, tout tournait autour d'elle. Quand je m'étais marié, elle avait annoncé ses fiançailles à ma réception, quand j'avais obtenu mon diplôme d'infirmière. Elle était arrivée en retard et avait passé le dîner à parler de sa promotion dans l'entreprise pharmaceutique où elle travaillait. « À quelle date pensais-tu » demandai-je, même si je le savais déjà. « Le 15 juin, c'est parfait, il fera beau, tout le monde est disponible, maman et papa sont tellement excités, ils réservent déjà leur vol depuis Nice. » C'est à ce moment-là que Chloé pourrait, ma voix se brisa. Les médecins ont dit que c'était pour début ou mi-juin, je serais peut-être en train d'organiser des funérailles, Aurélie. Un silence s'étira entre nous, puis Aurélie soupira, le genre de soupir qui disait que j'étais difficile. « Manon, je comprends que tu traverses quelque chose d'horrible, vraiment, mais la vie continue, tu sais. Et tu ne peux pas attendre de tout le monde qu'ils mettent leur vie en pause indéfiniment. S'il arrive quelque chose à Chloé, on s'arrangera, mais j'ai déjà versé des acomptes au traiteur et les invitations sont chez l'imprimeur. » Je sentis quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. « Tu es en train de dire que ta pendaison de crémaillère est plus importante que la vie de ma fille. » Ce n'est pas du tout ce que je dis, ne déforme pas mes propos, je dis qu'on ne peut pas vivre dans l'incertitude pour toujours, et honnêtement, tu auras peut-être besoin de cette distraction. Je raccrochai, mes mains tremblaient tellement que je faillis laisser tomber le téléphone. Chloé est morte le 9 juin, juste après le lever du soleil. Je tenais sa main, elle a ouvert les yeux une dernière fois, m'a souri et a chuchoté « Je t'aime, maman », puis elle est partie et les machines se sont mises à hurler, les infirmières se sont précipitées et quelqu'un m'a éloigné du corps de ma fille alors que je ne pouvais plus respirer. Les funérailles furent fixées au 15 juin, c'était la date la plus proche que les pompes funèbres pouvaient organiser. J'appelai mes parents ce soir-là, ma voix était vide. L'enterrement est le 15, dis-je, l'enterrement de Chloé. Ma mère resta silencieuse un instant. Oh, ma chérie. C'est le même jour que la crémaillère d'Aurélie. Je sais. Eh bien, je suis sûr qu'Aurélie comprendra, elle reprogrammera, c'est plus important.
Je voulais la croire, j'attendais que ma mère dise qu'elle appellerait Aurélie immédiatement, que bien sûr ils seraient aux funérailles de leur petite fille, que rien ne comptait plus que d'être là pour moi. Au lieu de cela, ma mère dit « Laisse-moi parler à ton père et à Aurélie, on va trouver une solution. » Cette nuit-là, Aurélie m'appela. J'ai failli ne pas répondre, mais une partie de moi espérait qu'elle ferait ce qu'il fallait. Manon, maman m'a parlé de la date, dit Aurélie, le ton prudent et mesuré, je suis tellement désolé pour Chloé, vraiment. Merci. Mais j'ai réfléchi et je ne peux vraiment pas changer la date de la fête, j'ai plus de 100 invités, le traiteur, le groupe de musique, tout est calé. Ça me coûterait des milliers d'euros de tout décaler et j'ai déjà perdu la compte pour la location du chapiteau car ils sont complets pour le reste de l'été. J'avais l'impression d'être sous l'eau, ces mots me parvenant de très loin. Tu veux que je change la date des funérailles de ma fille? Eh bien, je veux dire, est-ce que ça doit être ce jour précis? Tu ne peux pas le faire la semaine d'après ou même celle d'avant. Les enterrements sont plus flexibles que tu ne le penses, la mère de ma copine est morte l'année dernière et ils ont attendu presque 3 semaines pour la cérémonie. Chloé est au funérarium, Aurélie, dans un réfrigérateur, tu veux que je laisse le corps de ma fille au frigo pour que tu puisses faire ta fête? Ne sois pas dramatique, je dis juste qu'il y a des options, et honnêtement Manon, un enterrement c'est tellement triste, peut-être que ce serait mieux pour tout le monde d'avoir un peu de temps pour assimiler avant de se réunir, tu sais, laisser le choc passer. Le choc de la mort de ma fille. Oui, écoute, je ne veux pas me disputer avec toi, tu es en deuil et tu ne penses pas clairement, pourquoi tu ne parles pas aux pompes funèbres? Explique la situation, je suis sûr qu'ils peuvent s'adapter. S'adapter autour de ta fête? La voix d'Aurélie se durcit, tu es égoïste, c'est un moment énorme dans ma vie et tu essaies de le gâcher, tout tourne toujours autour de toi et de tes problèmes, certains d'entre nous réussissent dans la vie, Manon, certains d'entre nous ont des choses à fêter. Je raccrochai à nouveau et éteignis mon téléphone. Le lendemain matin, mon père appela l'hôpital où je campais encore dans la salle d'attente des familles, incapable d'affronter mon appartement vide. Quelqu'un du poste de soins vint me trouver, Manon, votre père est en ligne. Je pris l'appel dans une salle de consultation vide. Ma chérie, ta mère et moi avons discuté, dit mon père avec cette gaieté forcée qu'il utilisait pour annoncer les mauvaises nouvelles, nous pensons qu'Aurélie a raison, ce serait très coûteux pour elle de tout changer maintenant. Et tu sais à quel point elle a travaillé dur pour avoir cette maison, peut-être que tu pourrais décaler l'enterrement, on pourrait tous être là si c'était un autre week-end. Vous choisissez la fête d'Aurélie plutôt que l'enterrement de Chloé. On ne choisit rien du tout, on essaie de trouver une solution qui convienne à tout le monde, ça a été une période difficile pour toute la famille, pas seulement pour toi, Aurélie a été stressée par l'achat de la maison, ta mère s'est fait un sang d'encre pour tout le monde. J'ai dû prendre des congés juste pour gérer tout ce bouleversement émotionnel. Bouleversement émotionnel, répétais-je, ta petite fille est morte, papa. Et nous avons le cœur brisé, tu le sais, mais Chloé ne voudrait pas qu'on arrête de vivre, elle voudrait qu'on célèbre la vie, la nouvelle maison d'Aurélie c'est l'avenir, l'espoir, peut-être que c'est exactement ce dont cette famille a besoin en ce moment. Je regardais par la fenêtre le parking, observant les gens aller et venir, vivant leur vie normale. Donc vous allez à sa fête. Mon père hésita, on a déjà acheté les billets d'avion et Aurélie a vraiment besoin de nous, elle planifie ça depuis des mois, ce n'est pas comme si on ne se souciait pas de Chloé, on a envoyé des cartes, on a appelé quand on pouvait. Vous êtes venu 2 fois en 6 mois. On habite sur la Côte d'Azur, Manon, on ne peut pas tout laisser tomber et prendre l'avion chaque semaine, nous avons nos vies aussi, des responsabilités, ta mère a son club de lecture et son bénévolat, j'ai mes tournois de golf, on ne peut pas attendre de nous qu'on mette tout en pause. Quelque chose en moi devint très calme et très froid. Ne venez pas à l'enterrement, dis-je, allez à votre fête, célébrez la maison d'Aurélie, j'espère que vous passerez tous un merveilleux moment. Non Manon, ne sois pas comme ça. Je raccrochai. Ma mère appela 1 heure plus tard, puis Aurélie, puis mon père à nouveau, je bloquai tous leurs numéros. Ce soir-là, ma meilleure amie Julie vint à l'hôpital avec du café et me força à manger quelque chose, elle était infirmière coordinatrice en réanimation pédiatrique et avait été là à chaque étape de la maladie de Chloé. Ta famille est folle, dit Julie, ses yeux noirs flamboyants, qui fait ça? Qui choisit une fête plutôt qu'un enterrement? Des gens qui n'ont jamais vraiment aimé en premier lieu, dis-je, ma voix sonnant étrange à mes propres oreilles, plate, vide. Qu'est-ce que tu vas faire? Faire l'enterrement, dire au revoir à ma fille, essayer de comprendre comment continuer à respirer. Julie serra ma main, je serai là,
tous ceux de l'hôpital qui aimaient Chloé seront là, tu n'es pas seul. Mais j'étais seul, je ne m'étais jamais senti aussi seul de ma vie. Les funérailles furent modestes, Julie vint, le père de Chloé, David, prit l'avion depuis Bordeaux où il avait déménagé après notre divorce. Nous nous étions séparés quand Chloé avait 1 an et il s'était impliqué de manière sporadique mais l'avait aimée à sa façon. Son visage était ravagé par le chagrin. Quelques collègues de la clinique étaient présents, quelques voisins, l'institutrice de maternelle de Chloé qui sanglota pendant tout le service. Ma famille n'était pas là. Je me tins devant le minuscule cercueil blanc de Chloé et prononçai l'éloge funèbre que j'avais écrit à 3 heures du matin, mes mains tremblant tellement que le papier bruissait. Je parlais de son rire, de son amour pour les fraises, de la façon dont elle chantait des chansons inventées sur tout ce qu'elle voyait, je parlais de sa bravoure, de comment elle ne se plaignait jamais même quand les traitements la rendaient si malade qu'elle ne pouvait pas lever la tête. Je parlais de la lumière qu'elle avait apportée au monde et comment cette lumière avait été éteinte bien trop tôt. Je ne mentionnais pas ma sœur, je ne mentionnais pas mes parents, je ne mentionnais pas que la moitié des gens qui auraient dû être là mangeaient des petits fours au bord d'une piscine en célébrant les mètres carrés et les plans de travail en granit. Après le service, après que Chloé fut mise en terre, après avoir jeté de la terre sur son cercueil et entendu le son creux que cela produisait, je rentrai chez moi dans mon appartement rempli des affaires de Chloé, ses jouets, ses vêtements, ses dessins couvrant le réfrigérateur. Je m'assis sur le sol de sa chambre et ouvris mon ordinateur portable. Je débloquai les numéros de ma famille, non pas parce que je voulais me réconcilier, mais parce que je voulais voir ce qu'ils avaient posté. Les réseaux sociaux d'Aurélie regorgeaient de photos de la fête, elle portait une robe blanche fluide, ses cheveux blonds parfaits, son sourire radieux, la maison avait l'air spectaculaire, des guirlandes lumineuses au-dessus de la piscine, des tables débordant de nourriture. Des gens dansant sur la pelouse. Mes parents étaient sur plusieurs photos, vers levés, riant. Une photo montrait ma mère et Aurélie s'embrassant, toutes deux les yeux larmoyants de joie, la légende disait, si reconnaissante d'avoir ma maman incroyable ici pour le plus grand jour de ma vie, rien ne vaut la famille. Un autre post d'Aurélie daté de 14 heures, juste au moment où je me tenais devant la tombe de Chloé, entouré d'amour et de soutien en ce jour parfait, mon cœur est si plein. À de nouveaux départs avait commenté mon père, si fier de ma fille qui réussit, tu as mérité chaque parcelle de ce bonheur. Je fermai l'ordinateur avant de le jeter par la fenêtre. La semaine suivante, ma mère appela, je répondis, curieuse de voir ce qu'elle dirait. Manon, ma chérie, je sais que tu es fâchée contre nous mais nous devons en parler comme des adultes, tu ne peux pas juste couper les ponts avec toute ta famille à cause d'un désaccord. Un désaccord? Oui, nous avions des opinions différentes sur le planning, ça ne veut pas dire qu'on ne t'aime pas, nous sommes ta famille, tu dois nous pardonner et avancer. Avez-vous passé un bon moment à la fête, demandai-je. Ma mère hésita, c'était charmant, la maison d'Aurélie est magnifique, mais nous avons pensé à toi tout le temps, vraiment. Vous pensiez à moi pendant que vous dansiez au bord de la piscine? Manon, tu es vindicative, Aurélie a travaillé si dur pour cette maison, on ne pouvait pas la laisser tomber, et honnêtement, ce n'est pas comme si on pouvait faire quoi que ce soit pour Chloé, elle était déjà partie, notre présence aux funérailles n'aurait rien changé. Ça aurait changé les choses pour moi. Tu dois arrêter d'être aussi égoïste, tout ne tourne pas autour de toi et de tes sentiments, Aurélie a des sentiments aussi, elle a été blessée que tu aies fait toute une histoire pour ce conflit de date, elle a eu l'impression que tu essayais d'éclipser sa réussite. Je ris, cela semblait dément même à mes propres oreilles, j'enterrais ma fille et Aurélie se sentait éclipsée. Tu vois ce que je veux dire? Tu as toujours eu un penchant pour le drame, Manon, depuis que tu es petite, toujours besoin d'attention, toujours à transformer tout en crise. On t'aime mais on ne peut plus cautionner ce comportement. Ne m'appelez plus jamais, dis-je. Manon Jeanne, ne t'avise pas de. Je raccrochai et les bloquai tous à nouveau. Cette nuit-là, je ne pus dormir, allongé dans mon lit à fixer le plafond, repensant à tout. Les mots de ma sœur résonnaient dans ma tête, un événement mineur, c'était ainsi qu'elle avait qualifié les funérailles de Chloé dans l'un de ses messages, un événement mineur qu'elle pouvait contourner si nécessaire. Les funérailles de ma fille étaient un événement mineur. Quelque chose se cristallisa en moi, froid, dur, incassable. Il voulait que je leur pardonne, que je passe à autre chose, que je fasse semblant que ce n'était qu'un simple conflit d'agenda, un malentendu regrettable, mais ce n'était pas le cas, c'était un choix. Ils avaient choisi la fête d'Aurélie plutôt que les funérailles de ma fille, ils avaient choisi le granit plutôt que le deuil, ils avaient choisi de faire la fête pendant que j'enterrais mon enfant, et ils s'attendaient à ce que je l'accepte simplement, que je sois la plus mature.
que je privilégie l'harmonie familiale sur mon propre cœur brisé. Je sortis du lit et allai à mon ordinateur, je commençai à faire des listes, des recherches, à planifier. S'ils pensaient pouvoir me faire ça sans conséquence, ils avaient tort, s'ils pensaient que leur vie continuerait simplement, parfaite et sans tache pendant que je me noyais dans le chagrin et la rage, ils se trompaient. J'avais toujours été la responsable, la soignante, celle qui arrondissait les angles, qui pardonnait, qui maintenait la paix, j'étais infirmière, j'avais dédié ma vie à aider les gens, à guérir, à prendre soin de ceux qui souffraient. Mais prendre soin ne m'avait rien apporté d'autre que la trahison, et j'en avais fini de me soucier de gens qui ne se souciaient pas de moi. Aurélie voulait célébrer sa réussite? J'allais m'assurer qu'elle n'ait plus rien à célébrer. Mes parents voulaient encourager son égoïsme? Ils allaient apprendre ce qu'il en coûtait. J'avais des semaines de congés non pris, j'avais des économies que j'avais mises de côté pour l'avenir de Chloé, de l'argent qui n'avait désormais plus d'utilité, j'avais des compétences, de l'intelligence et de la détermination, et surtout, je n'avais plus rien à perdre. Au cours des 3 jours suivants, je passais des appels, je sortis des dossiers, je posais des questions prudentes aux bonnes personnes. J'avais passé des années à travailler dans la santé, à tisser des liens, à apprendre comment fonctionnaient les systèmes, et ces connexions allaient devenir très utiles. À la fin de la semaine, j'avais ce qu'il me fallait, des informations, un levier, un plan qui allait défaire tout ce qu'Aurélie avait construit. Parce que ma sœur ne vendait pas juste des produits pharmaceutiques, elle prenait des raccourcis, falsifiait des rapports de vente, poussait les médecins à prescrire des médicaments pour des usages non autorisés qui pouvaient nuire aux patients, et j'avais des preuves. Je commençais par les autorités sanitaires. Aurélie travaillait pour Santé Plus Pharma, une entreprise de taille moyenne spécialisée dans les médicaments contre la douleur. Elle était leur meilleure déléguée médicale depuis 3 ans, gagnant des bonus qui éclipsaient mon salaire annuel, elle conduisait une voiture de luxe, portait des vêtements de créateur et venait d'acheter une maison à 800 000 €, tout cela bâti sur la fraude. Lors d'un des séjours de Chloé à l'hôpital, j'avais entendu 2 médecins discuter d'une déléguée qui les poussait à prescrire des doses plus élevées d'un nouvel analgésique que ce qui était recommandé, ils avaient mentionné la représentante par son nom, Aurélie. À l'époque, j'avais mis ça sur le compte de la coïncidence, ma sœur était agressive dans ses tactiques de vente mais sûrement elle ne ferait rien d'illégal. Mais ensuite j'ai commencé à prêter attention, j'ai écouté les conversations, posé des questions anodines, j'ai découvert qu'Aurélie offrait des pots de vin aux médecins déguisés en honoraires de consultation et de conférences. Qu'elle falsifiait les données de prescription pour atteindre ses quotas, et plus accablant encore, qu'elle encourageait l'utilisation hors AMM d'un médicament ayant des effets secondaires cardiaques graves, menant à au moins 2 décès de patients que je pouvais retracer. J'avais de la documentation, des emails qu'Aurélie avait bêtement envoyés depuis son compte personnel pour se plaindre à des amis des règles stupides qu'elle devait contourner, des SMS où elle plaisantait sur le fait que les médecins étaient de l'argent facile. Des appels enregistrés du système hospitalier où elle avait poussé des médecins à prescrire des doses plus élevées que médicalement indiquées. Je compilais tout dans un rapport détaillé, puis je contactai un journaliste d'investigation nommé Thomas qui avait beaucoup écrit sur la fraude pharmaceutique. Je l'avais rencontré 2 ans auparavant alors qu'il faisait des recherches pour un article sur les coûts de santé et avait interviewé plusieurs infirmières de ma clinique. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre de Lyon un mercredi matin. Thomas avait la quarantaine, des cheveux grisonnants et des yeux perçants qui ne manquaient rien. « C'est substantiel, dit-il en feuilletant les documents que j'avais apportés, où avez-vous eu tout ça ? Je suis infirmière, je travaille dans le système, je suis attentive. Et le sujet est votre sœur ? Oui. Thomas me regarda attentivement, ça va détruire sa carrière, probablement entraîner des poursuites pénales, êtes-vous sûr de vouloir faire ça ? Elle a qualifié les funérailles de ma fille d'événements mineurs, dis-je, elle a programmé sa crémaillère le même jour et s'attendait à ce que je change la date de l'enterrement, mes parents sont allés à sa fête au lieu de me soutenir, alors oui, je suis très sûr. Thomas hocha lentement la tête, je dois tout vérifier indépendamment, ça me prendra quelques semaines, mais si tout concorde, je publierai l'histoire. L'ordre des pharmaciens et l'ANSM devront enquêter. C'est tout ce que je demande. Je quittai le café en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines, le premier domino était posé, maintenant je n'avais plus qu'à attendre qu'il tombe. Pendant que Thomas enquêtait, je tournais mon attention vers mes parents. Ils avaient cautionné le comportement d'Aurélie toute ma vie, ils l'avaient choisie elle plutôt que moi encore et encore, ils méritaient des conséquences eux aussi. Mes parents, Gérard et Monique, vivaient dans une résidence pour retraités près de Nice sur la Côte d'Azur.
Ils avaient vendu la maison familiale près de Paris il y a 5 ans et déménagé dans le sud pour le climat et le soleil. Mon père était un comptable à la retraite, ma mère avait été agent immobilier avant de prendre sa retraite. Ils étaient à l'aise sans être riches, leur revenu de retraite provenait de la pension de mon père et d'un portefeuille d'investissement modeste qu'il gérait lui-même. Je connaissais la stratégie d'investissement de mon père parce qu'il en parlait sans fin à chaque visite, il était fier de son sens financier, se vantant toujours des rendements qu'il générait, il gardait tout sur un compte de courtage qu'il surveillait quotidiennement. Je savais aussi que mon père utilisait le même mot de passe pour tout, je l'avais vu se connecter à divers comptes au fil des ans, tapant toujours la même combinaison, le nom de la rue de notre ancienne maison plus l'année de naissance de ma mère. Il pensait être malin en n'utilisant pas quelque chose d'évident comme des anniversaires. Je ne prévoyais pas de voler mes parents, ce serait criminel, mais je pouvais rendre leur vie financière considérablement plus compliquée. Je créai plusieurs adresses e-mail avec des noms similaires à des institutions financières légitimes, j'envoyais à mon père des correspondances d'apparence officielle concernant des activités suspectes sur ses comptes, des documents fiscaux requis pour des investissements fantômes. Des mises à jour de sécurité urgentes nécessaires immédiatement. Je connaissais mon père, il paniquerait, il prendrait des décisions impulsives, il appellerait sa banque à des heures indues en exigeant des explications pour des choses qui n'existaient pas, il gèlerait des comptes, transférerait de l'argent. Créerait le chaos en essayant de protéger des actifs qui n'étaient pas réellement menacés. J'envoyais aussi des emails soigneusement rédigés à ma mère, me faisant passer pour quelqu'un de son ancienne agence immobilière, demandant des explications sur des écarts de commission datant d'il y a des années, suggérant des contrôles fiscaux potentiels. Demandant des documents qu'elle n'avait plus. En une semaine, mon père appela Aurélie paniquée, je le sus parce qu'Aurélie posta à ce sujet sur les réseaux sociaux, se plaignant de devoir gérer des drames familiaux alors qu'elle essayait de profiter de sa nouvelle maison, mon père pense que ses comptes sont piratés. Passer 2 heures au téléphone pour le calmer, pourquoi les vieux sont-ils si nuls avec la technologie? Parfait. 2 semaines après ma rencontre avec Thomas, il m'appela, j'ai tout vérifié, l'histoire sort demain, les autorités sanitaires ont déjà été notifiées et ils ouvrent une enquête, le parquet s'y intéresse aussi, votre sœur va passer une très mauvaise journée. Merci. Je suis désolé pour votre fille, ajouta Thomas, j'ai un enfant, je ne peux pas imaginer ce que vous avez traversé, j'espère que cela vous apportera un peu de paix. Cela ne m'apporterait pas la paix, rien ne ramènerait Chloé, mais cela m'apporterait de la satisfaction, et c'était suffisant. L'article fut publié un jeudi matin, c'était la une de l'édition en ligne du quotidien régional avec un titre qui ne laissait aucune place à l'interprétation, une déléguée médicale vedette accusée de fraude, pot de vin et mise en danger de la vie d'autrui. Le nom d'Aurélie était dans le premier paragraphe, sa photo tirée de ses propres réseaux sociaux accompagnait l'article. Le papier détaillait des années d'activité frauduleuse, avec des exemples précis, des preuves documentées et des citations de médecins confirmant les tactiques de pression qu'elle avait utilisées. À midi, les comptes de réseaux sociaux d'Aurélie avaient été supprimés. L'après-midi, des camionnettes de presse étaient garées devant sa nouvelle maison. Le soir, Santé Plus Pharma avait publié un communiqué annonçant son licenciement immédiat et sa pleine coopération avec toutes les enquêtes. Mon téléphone sonnait continuellement, j'ignorais chaque appel de ma famille. Au lieu de cela, j'allais sur la tombe de Chloé et m'assis sur l'herbe à côté de sa pierre tombale. J'ai commencé, ma chérie, chuchotai-je, ils vont comprendre ce qu'ils ont fait, ils vont ressentir ne serait-ce qu'une fraction de ce que j'ai ressenti. La pierre était encore neuve, l'herbe autour n'avait pas encore complètement repoussé. Le nom de Chloé était gravé en lettres simples, Chloé Elisabeth, fille bien-aimée, née dans l'amour, partie trop tôt. Je traçais les lettres avec mon doigt et essayais de ne pas penser à quel point son cercueil avait été petit. Mon téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu, c'était Aurélie, utilisant clairement le téléphone d'un ami puisque je l'avais bloqué, comment as-tu pu me faire ça? Je suis ta sœur, tu as détruit ma vie, maman et papa sont dévastés, tu es un monstre. J'effaçai le message sans répondre. Ce soir-là, Julie vint avec des plats à emporter que je ne pus manger, elle s'assit avec moi sur le canapé, sans rien dire, juste présente. L'histoire est partout, dit-elle finalement, les gens en parlent à l'hôpital, certains médecins mentionnés dans l'article travaillent avec nous. Bien. Manon, est-ce que ça va? Non, mais ça ira. Julie me regarda avec inquiétude, la vengeance ne fait généralement pas se sentir mieux, ça rend juste vide. Je me sens déjà vide, dis-je, au moins maintenant je ne suis plus seul là-dedans. L'enquête des autorités avança rapidement, le procureur déposa des charges en moins d'1 mois.
Aurélie faisait face à de multiples chefs d'accusation criminels, fraude à la sécurité sociale, corruption, mise en danger de la vie d'autrui. Chaque charge portait une peine de prison significative. Elle essaya de m'appeler, de m'envoyer des textos, de se présenter à mon appartement. J'avais fait changer les serrures et installer une caméra de sécurité. Quand elle apparut sur mon palier en pleurant et en suppliant, je regardai depuis l'intérieur et n'ouvris pas la porte. « S'il te plaît, Manon, sanglota-t-elle dans l'interphone, parle-moi s'il te plaît, je suis désolé pour l'enterrement, j'avais tort, je l'admets, mais c'est trop, tu me détruis pour une erreur, une mauvaise décision, est-ce vraiment juste ?» J'appuyai sur le bouton pour répondre, « Tu as appelé l'enterrement de Chloé un événement mineur, tu as fait la fête pendant que j'enterrais ma fille. La justice n'existe plus, Aurélie, tu m'as appris ça. » Je raccrochai et tirai les rideaux. Mes parents réussirent finalement à me joindre via la clinique, appelant pendant les heures de travail et disant à la réceptionniste que c'était une urgence familiale. Je pris l'appel dans la salle de pause, ma main crispée sur le téléphone. « Ce que tu as fait à ta sœur est impardonnable, dit ma mère sans préambule, tu as ruiné sa vie par méchanceté à cause d'une fête, Manon. » Une fête? C'est de la folie. Ce n'était pas à propos de la fête, c'était à propos de ce que la fête représentait. Vous avez choisi son bonheur plutôt que mon deuil, vous avez choisi une maison plutôt que ma fille. Nous avons choisi d'être là pour nos deux filles, on ne pouvait pas être à deux endroits à la fois, ça ne fait pas de nous des monstres. Vous auriez pu être à l'enterrement, dis-je, ma voix très calme, vous auriez pu dire à Aurélie de reprogrammer, vous auriez pu faire n'importe quoi sauf ce que vous avez fait. Mais vous avez fait votre choix, maintenant vivez avec. Et ce qu'Aurélie a fait avec son travail n'a rien à voir avec nous, tu ne peux pas nous punir pour ses erreurs. Je ne vous punis pas pour ces erreurs, je vous punis pour les vôtres. Considérez le chaos financier que vous vivez comme un cadeau, un rappel que les actions ont des conséquences. Silence. Puis la voix de ma mère devint glaciale, c'était toi. Les emails, les problèmes de compte. Tu sabotes ton propre père. Je crée des désagréments pour des gens qui ne m'ont montré aucune compassion quand j'en avais le plus besoin, ça me semble proportionnel. Tu as besoin d'aide, d'une aide professionnelle, ce n'est pas un comportement normal. La normalité, c'était regarder ma fille mourir. La normalité, c'était me tenir seul devant sa tombe. La normalité, c'était voir ma famille faire la fête pendant que je pleurais. J'en ai fini avec la normalité. Je raccrochai. La phase suivante de mon plan demandait de la patience. J'attendis 3 mois, laissant les problèmes juridiques d'Aurélie s'accumuler. Sa caution fut fixée à 200 000 €, elle dut mettre sa nouvelle maison en garantie. Ses frais d'avocat étaient astronomiques. Elle était radioactive dans l'industrie pharmaceutique, incapable de trouver du travail même dans des domaines non liés. Mes parents durent l'aider financièrement, je savais qu'ils le feraient, ils sauvaient toujours Aurélie. J'observais de loin tandis qu'ils liquidaient leurs investissements pour payer ses avocats, qu'ils hypothéquaient leur appartement de retraite pour couvrir sa caution, qu'ils s'endettaient pour défendre leur enfant chéri. Puis je contactai plusieurs médias avec un angle différent sur l'histoire. Je leur fournis des photos de la crémaillère d'Aurélie, des photos de mes parents riant, célébrant, portant un toast à son succès. Je leur donnai les horodatage montrant exactement quand ces photos avaient été prises, je leur donnai la date des funérailles de ma fille. Les articles de suivi furent brutaux, pendant que sa nièce était enterrée, la famille célébrait une maison bâtie sur la fraude, des parents choisissent une fête plutôt que les funérailles de leur petit enfant, désormais ruinés en soutenant leur fille criminelle. L'histoire devint virale. Les réseaux sociaux explosèrent d'indignation. Des gens qui n'avaient jamais rencontré ma famille leur envoyaient des messages de haine. La résidence de mes parents reçut des plaintes. Les voisins d'Aurélie qui avaient été à sa fête furent interviewés et exprimèrent choc et dégoût. Le tribunal de l'opinion publique était impitoyable. Ma mère appela d'un autre numéro encore, sa voix brisée, « Es-tu heureuse maintenant? Es-tu satisfaite? Nous avons tout perdu, nos économies, notre réputation, notre tranquillité. Des inconnus nous crachent dessus au supermarché, on ne peut aller nulle part sans être reconnu et harcelé. Ton père a eu une crise cardiaque à cause du stress, il est à l'hôpital. Est-ce que ça te fait te sentir mieux? Est-ce qu'il va mourir, demandai-je. Quoi? Est-ce que mon père va mourir? Parce que si c'est le cas, je devrais probablement le savoir pour pouvoir m'organiser, je détesterais avoir un conflit avec mes projets. Ma mère émit un son comme un animal blessé, comment es-tu devenu cette personne?
Vous avez fait de moi cette personne, dis-je, vous m'avez appris que la famille ne signifie rien, que l'amour est conditionnel, que certaines célébrations comptent plus que le deuil des autres. J'ai appris des meilleurs. Chloé ne voudrait pas ça, c'était une enfant douce, elle serait horrifiée par ce que tu fais. La mention du nom de ma fille dans la bouche de ma mère me fit voir rouge. N'ose même pas parler de Chloé. Tu n'as aucun droit sur sa mémoire, tu l'as abandonnée, tu as choisi une fête plutôt que son enterrement. Elle a cessé d'être ta petite fille au moment où tu as fait ce choix. Nous aimions Chloé. Vous aimiez l'idée de Chloé, la petite fille parfaite sur qui vous pouviez poster sur les réseaux sociaux, prendre des photos avec pendant les vacances, vous vanter auprès de vos amis. Vous n'avez jamais aimé la réalité de Chloé, l'enfant malade qui avait besoin d'un vrai soutien, d'une vraie présence, d'un vrai sacrifice. C'était trop gênant pour vous. Ce n'est pas vrai. C'est complètement vrai. Vous lui avez rendu visite 2 fois en 6 mois, 2 fois pendant qu'elle mourait. Vous ne pouviez pas prendre la peine de prendre l'avion plus que ça parce que ça interférerait avec le golf et le club de lecture. Alors ne prétendez pas que vous l'aimiez, ne prétendez pas être autre chose que des gens égoïstes qui ne se soucient que des apparences. Ma mère pleurait maintenant, nous sommes tes parents, on a fait des erreurs mais on a fait de notre mieux, on ne mérite pas ça. J'étais votre fille, je n'ai fait aucune erreur à part vous aimer, je ne méritais pas ce que vous m'avez fait non plus. La vie n'est pas juste, maman, tu m'as très bien appris cette leçon. Je raccrochai et bloquai ce numéro aussi. 4 mois après le premier article, le procès d'Aurélie commença. Les preuves étaient accablantes, elle accepta une procédure de plaidé coupable. 5 ans de prison ferme, restitution aux victimes, interdiction définitive de travailler dans la santé. Son audience de condamnation était publique, j'y assistais assise au fond du tribunal. Aurélie me vit, nos yeux se croisèrent à travers la salle, les siens étaient remplis de larmes et de haine à mesure égale. Le juge demanda si elle avait quelque chose à dire avant la sentence. Aurélie se leva, ses vêtements de marque remplacés par un tailleur gris simple, ses cheveux parfaits tirés en une simple queue de cheval. J'assume la responsabilité de mes actes, dit-elle, la voix tremblante, j'ai fait des choix terribles, j'ai blessé des gens, j'ai violé la confiance des professionnels de santé et des patients, je mérite une punition. Elle fit une pause, me regarda directement. Mais je veux que la cour sache que ma propre sœur a orchestré ma chute, pas par souci de la sécurité des patients, pas par droiture, mais par vengeance suite à un désaccord familial. Elle a délibérément détruit ma vie pour me punir d'avoir assisté à ma crémaillère au lieu des funérailles de sa fille. Ce n'est pas une héroïne, elle est vindicative et cruelle, et elle a utilisé le système judiciaire comme une arme. Le procureur fit une objection, le juge l'accepta, mais Aurélie avait dit ce qu'elle voulait dire. Le juge la condamna aux 5 ans convenus. Alors qu'on l'emmenait, Aurélie me regarda une dernière fois en arrière. Je soutins son regard, mon visage inexpressif, jusqu'à ce qu'elle se détourne. Mes parents tentèrent une dernière fois de me joindre, ils vinrent à Lyon, se présentèrent à la clinique où je travaillais. La sécurité m'appela dans le hall. Ils avaient l'air terribles, mon père avait perdu du poids, le visage gris et hagard, les mains de ma mère tremblaient. Ils avaient vieilli de 10 ans en 6 mois. Nous quittons la Côte d'Azur, dit mon père, nous ne pouvons plus nous permettre de rester, nous avons vendu l'appartement à perte, nous déménageons dans un endroit plus petit dans la Creuse près de ta tante. Nous voulions te voir avant de partir. D'accord. C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise, papa? Je veux que tu nous dises qu'on peut arranger ça, que nous sommes toujours une famille, qu'il y a un moyen d'avancer. Je regardais mes parents, ces gens qui m'avaient donné la vie mais ne m'avaient jamais vraiment vu, ces gens qui m'avaient appris que l'amour était quelque chose qui se méritait en étant pratique, en ne causant pas de problème, en acceptant les miettes d'affection qu'ils voulaient bien donner. Il n'y a pas de famille ici, dis-je, vous l'avez tué quand vous avez choisi une fête plutôt qu'un enterrement. Quand vous m'avez dit que mon deuil était moins important que la fête d'Aurélie. Quand vous m'avez fait enterrer ma fille seule. Nous avons tout perdu, chuchota ma mère, notre maison, nos économies, notre fille est en prison, notre réputation est détruite. N'avons-nous pas été assez punis? J'ai perdu ma fille, dis-je, ma fille de 3 ans qui aimait les fraises et chantait, qui a combattu le cancer avec plus de courage que vous n'en avez montré dans toute votre vie, qui est morte en demandant si on pouvait aller au parc quand elle se sentirait mieux. J'ai perdu tout ce qui comptait et vous n'avez même pas pu venir. Nous sommes désolés, dit mon père, nous sommes tellement désolés, nous avons fait une erreur terrible, mais cette vendetta doit cesser, cette cruauté doit s'arrêter.
Elle s'est arrêtée, dis-je, j'ai fini. Aurélie est en prison, vous êtes ruinée, ma vengeance est complète. Mais ça ne veut pas dire que je vous pardonne, ça ne veut pas dire qu'on est à nouveau une famille. Ça veut juste dire que j'ai fini de vous détruire parce qu'il ne reste plus rien à détruire. Ma mère tendit la main vers la mienne, je reculai. Ne me contactez plus jamais, ne revenez pas ici, n'envoyez pas de messages ou de lettres ou d'intermédiaires. C'est fini, définitivement. Manon, s'il te plaît. Mon nom n'est plus Manon pour vous, je suis une étrangère, traitez-moi comme telle. Je partis, la sécurité raccompagna mes parents dehors, je ne les revis plus jamais. 6 mois après l'incarcération d'Aurélie, je reçus une lettre d'elle. Elle avait été ouverte et contrôlée par les autorités pénitentiaires avant de m'être transmise. J'ai failli la jeter, mais la curiosité me fit la lire. L'écriture était désordonnée, pas comme l'écriture habituellement parfaite d'Aurélie. Manon, je n'attends pas que tu me pardonnes, je ne mérite probablement pas le pardon, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. J'avais tort pour la fête, j'aurais dû l'annuler, j'aurais dû être aux funérailles de Chloé. J'ai été égoïste et horrible, et j'ai eu beaucoup de temps pour y penser. Mais ce que tu as fait est aller au-delà de la justice, tu n'as pas juste exposé mes crimes, tu as orchestré ma destruction complète, tu as ruiné maman et papa financièrement, tu as retourné le monde entier contre nous. Tu as utilisé mes erreurs pour assouvir ton besoin de vengeance. Je suis en prison parce que je mérite d'y être, mais tu m'as mis ici non pas parce que tu te souciais de mes victimes, mais parce que tu voulais me faire souffrir. Et je souffre chaque jour, j'ai perdu ma carrière, ma maison, ma liberté, ma famille, j'ai tout perdu. J'espère que ça en valait la peine, j'espère que ma douleur comble le trou que Chloé a laissé dans ton cœur. Mais je ne pense pas que ce soit le cas, je pense que tu seras toujours vide, peu importe combien de personnes tu détruis. J'aimais Chloé aussi, je sais que je ne l'ai pas bien montré, je sais que j'étais une tante terrible, mais je l'aimais. Et je pense qu'elle serait triste de voir ce que tu es devenu. Je lus la lettre 2 fois, puis je la brûlai dans mon évier de cuisine et rinçai les cendres. 1 an après la mort de Chloé, je me tins sur sa tombe un dimanche matin. L'herbe avait complètement repoussé, des fleurs poussaient autour de la pierre tombale, plantée par les jardiniers. Le cimetière était calme à part les oiseaux qui chantaient dans les arbres. J'ai fait ce que j'avais prévu de faire, dis-je à voix haute, je lui ai dit. Aurélie est en prison, maman et papa ont tout perdu, tout le monde sait ce qu'ils nous ont fait, tout le monde sait qu'ils ont choisi une fête plutôt que ton enterrement. Le vent bruissa dans les feuilles. Quelque part à proximité, quelqu'un déposait des fleurs sur une autre tombe. Aurélie a dit que tu serais triste de ce que je suis devenu. Peut-être qu'elle a raison, peut-être que tu serais déçu de moi. Mais j'avais besoin qu'ils comprennent, j'avais besoin qu'ils aient mal comme j'ai eu mal. Je m'assis sur l'herbe, appuyé contre la pierre tombale. Le truc, ma chérie, c'est que ça ne fait pas l'effet que je pensais. Je pensais que je me sentirais satisfaite, vengée. Je pensais que les regarder souffrir équilibrerait la balance, mais ça semble juste vide. Un vide différent d'avant, mais toujours vide. Une femme passa avec un petit enfant, une petite fille de l'âge de Chloé environ, l'enfant riait, courant devant sa mère, pleine de vie et d'énergie. Je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière un mausolée, et la douleur dans ma poitrine menaça de m'ouvrir en deux. Tu me manques tellement, chuchotai-je, chaque jour, chaque instant. Rien ne rend ça meilleur. Ni la vengeance, ni la justice, ni rien. Tu es juste parti. Et je suis toujours là. Et je ne sais pas comment vivre dans un monde sans toi. Je restai jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel, parlant à une pierre tombale, faisant semblant que ma fille pouvait m'entendre. Quand je quittai enfin le cimetière, je conduisis jusqu'à la réunion du groupe de soutien auquel j'assistais depuis 6 mois. Ils se réunissaient dans le sous-sol d'une église chaque dimanche après-midi, un rassemblement de parents ayant perdu des enfants. J'avais résisté à y aller pendant longtemps, convaincu que rien ne pouvait aider, que j'étais au-delà de tout réconfort, mais Julie avait insisté, elle m'avait conduite à la première réunion, s'était assise avec moi, m'avait tenu la main quand j'avais pleuré. L'animatrice du groupe était une femme nommée Patricia qui avait perdu son fils d'une leucémie 15 ans plus tôt, elle avait des yeux gentils et une manière douce, et elle ne poussait jamais personne à partager avant d'être prêt. Je n'avais pas parlé pendant les réunions des 2 premiers mois, je m'étais juste assise et avais écouté les autres parents parler de leur chagrin, de leur culpabilité, de leur tentative désespérée de trouver un sens à une perte qui n'en avait aucun. Finalement, j'avais commencé à parler.
Je leur avais parlé de Chloé, du cancer, de sa bravoure, de sa mort. Je ne leur avais pas parlé de la vengeance, c'était séparé, privé, quelque chose que je portais seul. Aujourd'hui, Patricia demanda comment chacun gérait l'approche des fêtes. Noël approchait. La première saison des fêtes sans Chloé avait été insupportable, la seconde arrivait vite et je me sentais impréparé. Je redoute ça, admit Robert, un père qui avait perdu sa fille adolescente dans un accident de voiture. L'année dernière je ne pouvais même pas regarder un sapin de Noël sans m'effondrer, cette année je ne sais pas si je pourrais le faire du tout. Je mets des décorations, dit Marguerite, dont le fils était mort de la mort subite du nourrisson, ça semble faux, comme si je le trahissais en célébrant, mais j'ai d'autres enfants qui ont besoin de normalité, qui ont besoin de voir que la vie continue. La conversation fit le tour du cercle. Quand elle m'atteignit, j'hésitais. Je n'ai plus de famille, dis-je finalement, mes parents et ma sœur ne sont plus dans ma vie, donc les fêtes sont juste des jours vides sur le calendrier. C'est plus facile par certains côtés, plus dur par d'autres. Patricia hocha la tête, le deuil remodèle souvent nos relations, certains liens s'approfondissent, d'autres se brisent sous la pression. Ceux-ci avaient besoin de se briser, dis-je, ils étaient déjà brisés, je l'ai juste enfin vu clairement. Après la réunion, une femme nommée Diane s'approcha de moi, elle avait perdu sa fille d'un cancer du cerveau 2 ans plus tôt, et nous avions parlé quelques fois auparavant. J'ai entendu parler de ta sœur, dit-elle doucement, l'affaire de fraude pharmaceutique, j'ai vu ton nom mentionné dans un des articles. Mon estomac se serra. Oui. Je ne te juge pas pour ça, je veux que tu le saches. Je comprends le besoin de rendre les gens responsables, de leur faire voir ce qu'ils ont fait. Merci. Diane serra mon bras, mais je veux aussi que tu sois prudente, la vengeance peut devenir addictive, elle peut te consumer comme le deuil le fait. Ne laisse pas ça être la seule chose qui te fait avancer. Je réfléchis à ces mots sur le trajet du retour. La vengeance me consumait-elle ou avait-elle simplement rempli un vide que rien d'autre ne pouvait toucher? Je n'avais pas de réponse. Le travail devint mon refuge. Je me jetais dans les soins infirmiers avec une intensité qui inquiétait Julie. Je prenais des gardes supplémentaires, je me portais volontaire pour les cas les plus difficiles, je restais tard, arrivais tôt, travaillais pendant les pauses déjeuner. Le directeur de la clinique, le docteur Harrison, me convoqua dans son bureau un après-midi. Manon, vous êtes l'une de nos meilleures infirmières, vous le savez, vos soins aux patients sont exemplaires, mais vous frôlez le burn-out, je le vois, tout le monde le voit. Je vais bien. Vous n'allez pas bien, vous faites des semaines de 50 heures depuis 3 mois d'affilée, vous n'avez pas pris un jour de congé depuis le décès de votre fille, vous avez besoin de repos. Le travail m'aide, ça me garde concentré. Le docteur Harrison se pencha en arrière dans son fauteuil en m'étudiant, j'ai perdu mon frère quand j'étais en fac de médecine, accident de moto. J'ai fait exactement ce que vous faites, travailler jusqu'à l'épuisement pour essayer de distancer le chagrin. Ça ne marche pas. Le chagrin attend toujours quand on s'arrête. Alors c'est quoi l'alternative? S'asseoir chez soi et s'effondrer. L'alternative c'est de trouver un moyen de vivre avec le chagrin au lieu de le fuir. Thérapie, groupe de soutien, temps pour assimiler, pas juste travail, travail, travail jusqu'à ce que vous vous écrouliez. Je suis déjà dans un groupe de soutien. C'est bien, mais vous devez aussi vous donner la permission de guérir, d'avoir une vie au-delà de la mort de votre fille. Ça ne veut pas dire l'oublier, ça veut dire apprendre à porter sa mémoire sans la laisser vous détruire. Je quittais son bureau en me sentant agité. Tout le monde avait des conseils sur le deuil, tout le monde pensait connaître la bonne façon de faire son deuil, le bon calendrier pour guérir, les méthodes appropriées pour faire face. Mais aucun d'eux n'avait enterré une enfant de 3 ans, aucun d'eux n'avait été abandonné par sa famille à son heure la plus sombre, aucun d'eux ne comprenait la combinaison particulière de rage et d'angoisse qui vivait dans ma poitrine, inséparable et constante. 2 mois avant le 2e anniversaire de la mort de Chloé, je reçus un appel inattendu. L'indicatif venait de la Creuse. Ce n'étaient pas mes parents qui appelaient, c'était ma tante Lydie, la sœur de mon père. Je ne lui avais pas parlé depuis avant la mort de Chloé. Manon, je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de la famille en ce moment, mais je dois te dire quelque chose. Ton père a eu une autre crise cardiaque, une sérieuse cette fois, il est en soins intensifs. Je ne ressentis rien. Pas de panique, pas d'inquiétude, pas de tristesse. D'accord. Ta mère m'a demandé d'appeler, elle a peur de te contacter directement, elle voulait que tu saches au cas où tu voudrais venir. Je ne veux pas.
Lydie soupira, je sais ce qui s'est passé, ta mère m'a tout raconté sur l'enterrement, sur Aurélie, sur tout ça. Ce qu'ils ont fait était mal, Manon, impardonnable. Mais ton père pourrait mourir, tu ne veux pas lui dire au revoir? Il m'a dit au revoir quand il a choisi une fête plutôt que les funérailles de sa petite fille, il n'y a plus rien à dire. Il est rongé par la culpabilité, tous les deux le sont, ils savent qu'ils t'ont laissé tomber, ils ne savent juste pas comment réparer ça. Ils ne peuvent pas réparer, c'est cassé définitivement. Alors tu vas juste le laisser mourir sans aucune réconciliation? Tu vas porter ça pour toujours? Je porte déjà pour toujours. Tante Lydie, ma fille est morte, elle est morte effrayée et dans la douleur, et les gens qui auraient dû me soutenir m'ont abandonné. Si mon père meurt, ce n'est pas mon fardeau, c'est sa conséquence. Tu es devenu si dur. Je suis devenu réaliste. J'ai passé toute ma vie à croire que la famille signifiait quelque chose, que le sang créait une obligation. J'avais tort. La famille c'est juste des gens qui partagent le même ADN. S'ils n'agissent pas comme une famille, ils ne méritent pas d'être traités comme une famille. Chloé ne voudrait pas ça. Tout le monde continuait d'invoquer Chloé comme si sa mémoire leur donnait l'autorité pour juger mes choix. Chloé est morte, elle ne veut rien, et elle est morte en sachant que ses grands-parents se souciaient plus d'une fête que d'elle. Alors ne me dis pas ce qu'elle voudrait. Je raccrochai. Mon père ne mourut pas, il récupéra suffisamment pour quitter l'hôpital, bien qu'il fût affaibli de façon permanente. J'appris cela par des connaissances communes, pas par contact familial. Je ne ressentis aucun soulagement à sa survie, je ne ressentis rien du tout. Le deuxième anniversaire de la mort de Chloé arriva le 9 juin. Je pris ma journée. J'allais au cimetière tôt avant que la chaleur du jour ne s'installe. Sa tombe semblait la même que toujours, paisible, bien entretenue, un rappel permanent que ma fille avait existé, qu'elle comptait, qu'elle était aimée. J'apportai des fraises et les plaçai à côté de la pierre tombale. Le fruit préféré de Chloé. 2 ans, dis-je à voix haute, 2 ans que tu m'as quitté. Ça ne semble pas plus court, ça ne fait pas moins mal. Les gens disaient que le temps aiderait, ils ont menti. Je m'assis sur l'herbe en tailleur comme je le faisais quand on faisait des pique-niques au parc avant qu'elle ne soit trop malade pour quitter l'hôpital. Je les ai détruits, Chloé. Tous ceux qui nous ont fait du mal. Aurélie est en prison, maman et papa ont tout perdu. Ils sont vieux, brisés et seuls. J'ai fait ça. J'ai fait en sorte que ça arrive. Le soleil du matin filtrait à travers les arbres, projetant des ombres tachetées sur les tombes. Aurélie a dit que tu serais déçu de moi, peut-être que c'est vrai. Tu étais si douce, si indulgente. Même quand tu avais mal, tu ne voulais jamais que quelqu'un d'autre souffre. Mais je ne suis pas toi, ma chérie, je ne l'ai jamais été. J'ai essayé d'être bonne, d'être la plus mature, d'essayer de pardonner et d'avancer. Ça ne m'a rien apporté à part plus de douleur. Je traçai son nom sur la pierre à nouveau, le rituel que j'effectuais à chaque visite. Je ne regrette pas. C'est ce que tu dois savoir, je ne regrette pas de leur avoir fait payer ce qu'ils ont fait. Ils méritaient chaque parcelle de souffrance que j'ai causée. Mais Diane avait raison, la vengeance n'a pas rempli le vide, ça m'a juste donné quelque chose sur quoi me concentrer à part ton absence. Un jardinier tondait l'herbe au loin, le son était un bourdonnement bas dans le matin calme. Je ne sais pas ce qui vient après, je ne sais pas comment vivre sans toi et sans la mission de les faire souffrir. Je ne sais pas qui je suis quand je ne suis pas en train de faire mon deuil ou de planifier ou d'exécuter une vengeance. Ça me fait plus peur que tout. Je restai jusqu'à midi, parlant à ma fille, pleurant, me souvenant. Quand je partis enfin, je me sentais vidée, mais quelque part plus légère, comme si dire la vérité à voix haute avait libéré quelque chose que je tenais trop fort. Ce soir-là, Julie vint dîner. Nous avons mangé taille sur mon canapé pendant qu'un film passait que ni l'une ni l'autre ne regardait. « Comment tu vas ?» demanda Julie. « Vraiment ? Je ne sais pas. J'ai accompli ce que je voulais faire, je les ai fait souffrir, j'ai eu ma justice ou ma vengeance ou peu importe comment tu veux l'appeler. Mais maintenant quoi ? Maintenant tu trouves comment vivre. Je ne sais pas si je me souviens comment. » Julie posa sa nourriture et se tourna pour me faire face. « Tu es l'une des personnes les plus fortes que je connaisse, Manon. Tu as survécu à voir ta fille mourir, tu as survécu à l'abandon par ta famille, tu as survécu à un chagrin qui aurait brisé la plupart des gens. Tu peux survivre à ça aussi. Et si je ne veux pas juste survivre ?
Et si je veux vraiment vivre mais que j'ai oublié comment? Alors tu réapprends. Un jour à la fois, un choix à la fois. Nous restâmes en silence un moment, le poids de la perte et de la possibilité suspendu entre nous. Tu penses que je suis une mauvaise personne, demandai-je, pour ce que je leur ai fait? Julie réfléchit soigneusement avant de répondre, je pense que tu es une personne qui a été blessée au-delà de toute mesure et qui a riposté. Je pense que tu as fait des choix que je n'aurais peut-être pas fait. Mais je pense aussi qu'ils ont mérité ce qui leur est arrivé. Ils ont choisi la cruauté quand tu avais besoin de compassion, ils font face aux conséquences maintenant. Aurélie a dit que j'avais utilisé le système judiciaire comme arme de vengeance. Tu as exposé des crimes légitimes. La partie vengeance a été de choisir de le faire. Mais les crimes étaient réels, les victimes étaient réelles. Peut-être que tes motivations étaient personnelles, mais le résultat était la justice. Une justice que je n'ai poursuivie que parce que je voulais lui faire mal. Est-ce que ça rend la justice moins valide? Je n'avais pas de réponse. 3 mois après le 2e anniversaire, je pris une décision. Je contactai un avocat et fis envoyer des lettres officielles de mise en demeure à mes parents et à Aurélie, aucun contact par quelque moyen que ce soit, directement ou par intermédiaire, pour quelque raison que ce soit. Toute violation entraînerait des poursuites judiciaires. Cela semblait final, permanent. La dernière porte se fermant sur une relation qui mourait depuis toute ma vie. Je pris aussi une autre décision, je commençai à faire du bénévolat avec une association de soutien contre le cancer pédiatrique, travaillant avec des familles qui naviguaient dans le même cauchemar que j'avais survécu. Je les aidais à comprendre le jargon médical, à naviguer dans la bureaucratie hospitalière, à trouver des ressources dont ils ignoraient l'existence. C'était dur. Chaque enfant que je rencontrais me rappelait Chloé, chaque parent désespéré reflétait mon propre désespoir passé, mais cela semblait aussi significatif d'une façon que la vengeance ne l'avait jamais été. Un soir, je m'assis avec une mère dont le fils de 5 ans était en phase terminale de leucémie. Elle était jeune, peut-être 25 ans, et complètement dépassée. Je ne sais pas comment faire ça, chuchota-t-elle, comment regarder mon enfant mourir? Tu le fais, c'est tout, dis-je, un moment à la fois. Tu es là, tu lui tiens la main, tu lui dis que tu l'aimes. Tu fais compter chaque seconde. Et ce qui vient après? Comment on survit? Je pensais à Chloé, aux 2 dernières années, à tout ce que j'avais fait et tout ce que j'avais perdu. Tu survis en choisissant de le faire. Chaque jour tu te réveilles et tu choisis de continuer à respirer. Certains jours c'est tout ce que tu peux faire. D'autres jours tu peux faire plus. Mais ça commence par ce choix. Est-ce que ça devient plus facile? Non, ça devient différent. Le chagrin change de forme, la douleur devient familière au lieu d'être choquante. Tu apprends à la porter. Mais plus facile? Non. Elle pleura alors, et je la tins, cette étrangère qui vivait mon cauchemar à nouveau. Quand je partis ce soir-là, je sentis quelque chose bouger en moi. Pas une guérison exactement, mais peut-être le premier murmure d'un but au-delà de la douleur. Les mois continuèrent. Aurélie resta en prison, ses appels rejetés. Mes parents restèrent dans la Creuse, vieillissants et isolés. J'entendis par la famille éloignée qu'ils avaient essayé de contacter d'autres proches, tentant d'expliquer leur version de l'histoire, mais trouvant peu de sympathie. Le tribunal de l'opinion publique avait statué contre eux définitivement. J'appris que la nouvelle maison d'Aurélie avait été vendue pour couvrir ses paiements de restitution, que mes parents s'étaient déclarés en faillite personnelle, que le poids de leur choix les avait écrasés aussi complètement que je l'avais prévu. J'attendais de me sentir triomphante, je ne le fus jamais. Ce que je ressentais à la place, c'était de la fatigue. Fatigué de la colère, fatigué de la douleur, fatigué de vivre dans le passé. Chloé était partie, ma famille était partie, la vengeance était complète. Mais j'étais toujours là, respirant toujours, traversant toujours des jours qui semblaient vides de sens. Un dimanche au groupe de soutien, Patricia nous demanda de partager quelque chose pour quoi nous étions reconnaissants. C'était un exercice courant, auquel je résistais habituellement. Quand le cercle m'atteignit, je me surpris moi-même en parlant, je suis reconnaissante d'avoir appris à qui je pouvais faire confiance. Je suis reconnaissante d'avoir découvert ce qu'était vraiment ma famille avant de gaspiller plus d'années avec eux. Je suis reconnaissante pour le temps que j'ai eu avec Chloé même si c'était trop court. Et je suis reconnaissante d'être encore capable d'aider d'autres gens même après tout ça. Patricia sourit, c'est grandir, Manon. Vraiment grandir.
Peut-être que c'était ça, ou peut-être que c'était juste l'acceptation que la vengeance avait suivi son cours et m'avait laissé debout dans les décombres, forcé de comprendre ce qui venait ensuite. Pour le 3e anniversaire de la mort de Chloé, j'allais au cimetière comme toujours, mais cette fois j'amenais Julie avec moi. Elle se tint tranquillement à côté de moi pendant que je plaçais des fleurs et des fraises sur la pierre tombale. « Je t'aime, Chloé, dis-je, je t'aimerai toujours. Chaque jour pour le reste de ma vie. Tu as fait de moi une meilleure personne quand tu étais là. Après ton départ, je suis devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus dur, quelqu'un capable d'une cruauté que je n'aurais jamais imaginée. » Je fis une pause, rassemblant mes pensées. Ta tante avait raison, tu serais probablement déçu de ce que j'ai fait. Mais je ne peux pas le regretter. Ils nous ont fait du mal, ils ont mal choisi. Ils avaient besoin de comprendre que les choix ont des conséquences. Julie pressa doucement mon épaule. J'essaie de retrouver mon chemin maintenant. Pas vers qui j'étais avant ta mort parce que cette personne est partie aussi. Mais vers quelqu'un qui peut vivre avec le chagrin au lieu d'être consumé par lui. Quelqu'un qui honore ta mémoire en aidant les autres, au lieu de juste blesser les gens qui nous ont laissé tomber. Je touchai la pierre tombale une dernière fois. J'espère que où que tu sois, tu es heureuse. J'espère que tu cours dans des parcs et manges des fraises et chantes tes chansons inventées. J'espère que tu sais à quel point tu étais aimé. À quel point tu es toujours aimé. Julie et moi quittâmes le cimetière ensemble. Nous allâmes déjeuner dans un petit café et pour la première fois en 3 ans, je parlais de Chloé sans pleurer. Je racontais à Julie des histoires sur le rire de sa fille, ses observations étranges sur le monde, son imagination sans peur. Elle a l'air d'avoir été incroyable, dit Julie. Elle l'était vraiment. Ce soir-là, je reçus un dernier message transmis par mon avocat. C'était de ma mère, envoyé par les voies officielles comme requis par l'ordre de cessation. Manon, je sais que tu ne veux plus jamais entendre parler de nous. Je respecte ça. C'est la dernière fois que j'essaierai de te joindre. J'ai juste besoin que tu saches qu'on est désolé, vraiment profondément désolé. On t'a laissé tomber de la pire manière possible. On a mal choisi et on a payé pour ça. On a perdu tout ce qui comptait. Notre fille est en prison, notre petite fille est morte. Nous sommes séparés de toi. Nous sommes seuls, fauchés et brisés. Tu as eu ta vengeance. J'espère que ça t'a apporté la paix. J'espère que Chloé est fière de ce que tu es devenu. Je t'aimerai toujours, même si tu ne peux plus nous aimer. Maman. Je le lus une fois, puis l'effaçai. Aurélie purgea 3 ans avant d'être libérée en conditionnel. J'appris cela grâce à une alerte info que j'avais mise en place pour suivre son cas. Elle était obligée de vivre dans un foyer de réinsertion et de travailler à des jobs au salaire minimum, interdite de tout poste impliquant la santé ou la vente. Je ne la contactai pas, je n'assistais pas à sa libération. Elle était une étrangère pour moi maintenant, connectée seulement par un ADN partagé et une histoire commune qui ne signifiait plus rien. Mes parents continuèrent leur vie calme dans la Creuse. La santé de mon père restait fragile. Ma mère, j'entendis dire, avait vieilli dramatiquement, ses cheveux devenus complètement blancs, ses mains tremblant d'un tremblement qui pouvait être physique ou le poids accumulé de la culpabilité et de la perte. Ils avaient perdu leur enfant chéri au profit de la prison et leur autre fille au profit d'une rage justifiée. Ils avaient perdu leur retraite confortable au profit des frais juridiques et de la faillite. Ils avaient perdu leur réputation, leur communauté, leur paix. Les conséquences que j'avais orchestrées s'étaient jouées exactement comme je l'avais prévu. Ils souffraient, ils comprenaient, ils payaient pour avoir choisi une fête plutôt qu'un enterrement, pour avoir valorisé la célébration plutôt que le deuil, pour m'avoir abandonné quand j'avais le plus besoin d'eux. Et pourtant, assise dans mon appartement un mardi soir calme, 3 ans et 7 mois après la mort de Chloé, je réalisais quelque chose d'important. La vengeance avait été nécessaire, elle avait été méritée, elle avait été juste. Mais elle ne m'avait pas guéri, elle n'avait pas ramené Chloé, elle n'avait pas rempli le vide que sa mort avait créé. Ce qui avait commencé à me guérir lentement et douloureusement, c'était de choisir d'avancer, choisir d'aider d'autres familles affrontant ce que j'avais affronté, choisir de trouver un but dans le chagrin au lieu de me noyer dedans. Choisir d'honorer la mémoire de Chloé en étant quelqu'un qui créait de la lumière au lieu de juste distribuer des ténèbres. Je regardais la photo de Chloé sur ma cheminée, celle de son 3e anniversaire, 2 mois avant son diagnostic. Elle riait, le visage couvert de gâteaux au chocolat, les yeux brillants de joie. Je me suis éloigné d'eux pour toujours,
Ma chérie, chuchotai-je à la photo, ils nous ont fait du mal, et je me suis assuré qu'ils comprennent ce que ça voulait dire. Le chemin de la vengeance m'a appris que parfois les gens qui devraient nous aimer le plus sont capables de la trahison la plus profonde. Mais ça m'a aussi appris que je suis plus forte que je ne le savais. Assez forte pour survivre à ta perte. Assez forte pour détruire les gens qui nous ont laissé tomber. Et peut-être assez forte pour construire quelque chose de significatif à partir des décombres. De l'autre côté de ma fenêtre, la ville continuait son rythme sans fin. Les gens vivaient leur vie sans connaître mon histoire, intouchés par mon chagrin ou ma rage. Le monde continuait de tourner, indifférent à la perte, indifférent à la vengeance, indifférent à tout sauf à son propre élan. Et je continuais de tourner avec lui, portant la mémoire de Chloé, portant le poids de ce que j'avais fait, portant la possibilité qu'un jour le fardeau puisse ressembler moins à une punition et plus à une sorte de force différente.